Aujourd'hui, nous nous rendons à Saqqara, immense site plus connu pour sa pyramide à degrés qu'autre chose. Pourtant, c'est à Saqqara que l'on retrouve le Sérapéum, ce complexe souterrain gratifiant les passionnés de 24 cuves en roche dure dont l'explication officielle peine à se vérifier par les constatations terrain. Le Sérapéum est un complexe souterrain. Et qui dit souterrain dit qu'il faut d'abord descendre un petit peu beaucoup même, car les cuves sont posées dans leurs alcôves à environ 8 mètres en dessous de la surface du sol. Certains se demandent parfois si le site n'a pas été construit puis enseveli au cours des millénaires. Bien qu'effectivement, il y a une foultitude de restes répondant à cette supposition, comme les statues et sphinx retrouvées par Auguste Mariette au milieu du XIXe siècle, le Sérapéum est bel et bien un site souterrain taillé directement au cœur du substrat rocheux. Vous le voyez sur ces images, nous pénétrons pas à pas au cœur de la roche calcaire. Une fois cette douce descente terminée, nous arrivons de plein pied dans le Sérapéum. Les cuves sont partout, mais relativement différentes les unes des autres. Déjà en termes de taille, comme celle-ci, qui est la plus petite cuve de tout le site et l'une des 3 seules comportant des hiéroglyphes. Cependant, compte tenu de la manière dont ils sont taillés et leur faible quantité, il serait hasardeux d'attribuer quelconque légitimité à leur interprétation. Avant de poursuivre, nous remercions chaleureusement Thierry pour avoir capturé et partagé de nombreuses séquences présentes dans cette vidéo. Et pour tous les passionnés prêts à capturer la grandeur de ce site avec leur mirette ou avec une pointe de technologie, vous savez, comme d'habitude, que vous retrouverez dans la description les infos de notre prochain départ en Égypte. À quelques pas de là, une autre cuve, en granit, bien plus grosse cette fois-ci et mieux décorée. On y retrouve des motifs plus aboutis, donnant une image complète du message voulant être délivré. La frise horizontale de hiéroglyphes est plus importante, plus harmonieuse et ne donne pas l'impression, comme ce fut le cas sur la cuve précédente, d'avoir été gravée au hasard lors d'une récupération de site. Cette cuve est la 2e des 3 comprenant des hiéroglyphes. D'ailleurs, ces cuves ont-elles été taillées avant ou après livraison ? Comme bien souvent, il y a peut-être une réponse différente pour chaque cuve. Tout du moins, il n'y a pas de réponse unique applicable à chaque cuve et chaque alcôve. Car les alcôves dans lesquelles les cuves sont placées jouent un rôle essentiel dans la compréhension logistique. Bien que la question ne soit pas primordiale dans l'analyse académique que l'on fait du site, quelque chose qui m'intrigue est de savoir si les cuves ont été livrées ainsi ou taillées sur place. Au Sérapéum, il y a une alcôve qui permet, à défaut de pouvoir le faire assurément pour les autres, qui permet de déterminer une chronologie logistique. Comme vous le voyez, l'écart entre la cuve et les murs de l'alcôve empêche que des humains ou des outils manipulés à distance aient pu intervenir autour de la cuve. Par conséquent, les cuves étaient livrées finies, prêtes à être posées directement dans leurs alcôves. Autre question bien plus épineuse. À quoi servait le Sérapéum ? On peut tout lire au sujet du Sérapéum, ce site absolument fabuleux. L'éventail d'idées balaye des concepts allant du voyage astral à la sépulture de taureaux. L'idée de sépulture a été démocratisée par Auguste Mariette, redécouvreur du site. Je dis redécouvreur car ce qu'il a pris pour argent comptant lors de ses interprétations datait vraisemblablement d'une période plus reculée que celle d'Amenhotep III. Entre parenthèses, Amenhotep III, c'est le XIVe siècle avant notre ère. Et comment le savoir tout cela ? Eh bien dans son livre « Le Sérapéum de Memphis », Mariette parle de tout ce qu'il a trouvé sur place. Artefacts, statuettes et même sarcophages. Mais pas les supposés sarcophages que je vous montre aujourd'hui. Mariette, dans son livre, nous parle de sarcophages en bois, dans lesquels il a retrouvé des momies de taureaux, ce qui montre bien qu'à un moment donné, effectivement, le Sérapéum a servi au culte du dieu Apis. Aucun doute là-dessus.
Pourtant, dans ses écrits, Mariette élude presque la question des immenses cuves. Il n'y consacre que quelques lignes en s'étonnant de leur présence. Présence qu'il croise et qu'il oppose en fait avec la présence des sarcophages en bois sur lesquels il base son interprétation. À ce sujet, l'estimation de poids habituellement acceptée vient aussi de Mariette, qui a eu la main lourde et allègrement surestimé le tout. Pour connaître les vraies dimensions et les vrais poids, je vous mets en lien dans la description la vidéo tirée de nos mesures in situ. Mais donc ces cuves, qu'est-ce finalement ? Eh bien on ne sait pas. Par contre, on sait qu'elles n'étaient pas utilisées pour des momies de taureaux. Et comment peut-on le savoir ? Tout simplement parce que la seule cuve retrouvée intacte et scellée, après avoir été ouverte à la poudre à canon, était vide. C'est ainsi qu'en cherchant leur vraie utilité d'origine, toutes les pistes sont exploitables. Mais une chose est certaine, l'intérieur de la cuve est miraculeusement fini. Poli, brillant, d'une précision sans faille. Une précision qui dénote relativement avec l'aspect extérieur des cuves. En arpentant les méandres du site, on se rend compte d'une chose commune à toutes les cuves. Aussi gigantesques et soignées puissent-elles être, les cuves présentent des défauts extérieurs. Certaines présentent des formes arrondies ou gondolées. Ce sont ici en fait des stigmates de poches de gaz qui ont éclaté lors de la formation de la roche. Visiblement, cela ne posait pas de problème aux anciens d'avoir un extérieur parfois imparfait, tant que l'intérieur des cuves, lui, l'était. C'est donc l'intérieur des cuves qui avait une utilité. Mais j'entends déjà les colibés. Évidemment que c'était l'intérieur qui avait une utilité, étant donné qu'on y mettait des momies du dieu Apis. Alors oui, sauf que non en fait. De tout temps, lorsque des cuves en pierre ont été taillées pour faire des sarcophages et y mettre des momies de défunts, qu'ils soient humains ou animaux, un soin de décoration tout particulier était apporté à la sépulture. Décorations internes, décorations externes, raffinées, nombreuses et systématiques, un peu comme ce que l'on retrouve au musée du Caire. C'est un peu la même réflexion que l'on peut avoir pour le supposé sarcophage de Khéops. Le concernant, l'on nous dira que Khéops vivait à une époque où on ne décorait pas encore les sépultures, les sarcophages et les chambres funéraires, et que ce n'est venu que plus tard. Plus tard, à une époque dont sont issus les sarcophages du musée du Caire dont je vous parlais à l'instant. C'est d'ailleurs dans cette même époque que vient s'inscrire le Sérapéum par rapport à la date et l'époque qui lui sont attribuées. Donc forcément, les sarcophages du Sérapéum sont eux aussi décorés et recouverts d'inscriptions rendant hommage aux dépouilles. Là encore, comme dirait l'autre, oui, sauf que non. Il n'y a guère qu'un seul sarcophage, un seul, qui soit entièrement recouvert de hiéroglyphes dont l'interprétation nous raconte une histoire qui coïncide avec celle de Mariette. Mais si seulement tout était si simple. La gestion du site est faite de manière à ce que l'on puisse aujourd'hui marcher autour de ce sarcophage, comme si le fait qu'il soit recouvert de hiéroglyphes en fasse le seul élément digne d'intérêt du Sérapéum. Mais croyez-moi, il y a des choses surprenantes à voir partout au Sérapéum, mais en effet, c'est presque une bénédiction que l'on puisse s'en approcher pour le toucher avec les yeux. Pourquoi ? Parce que les faits nous sautent au visage. Il n'est décemment pas concevable que ceux qui aient été capables de façonner et de créer tout ce que nous voyons depuis le début de cette vidéo se laissent aller à des approximations aussi grossières. Pour en avoir le cœur net, voici ce que l'on voit en gros plan. Hiéroglyphes. Donc quand on dit que c'est le seul coffre qui est recouvert de hiéroglyphes, c'est vrai. Il y a d'autres coffres, comme je le disais au début, qui ont certains hiéroglyphes sur leur surface, mais celui-là c'est le seul qui soit entièrement recouvert. Et regardez le niveau de précision, enfin plutôt en fait regardez le niveau d'approximation de ce qui a été taillé.
Rappelons aussi que l'archéologie est un domaine de compétences dont le but est d'accumuler un maximum d'éléments factuels, afin de pouvoir tirer les tendances historiques les plus probables, afin de réassembler le puzzle chronologique au plus proche de la réalité. Sur bien des époques, il n'y a pas vraiment de doute. Les tendances et les interprétations sont quasiment incontestables. Il y a d'autres époques ou d'autres sites archéologiques qui sont trop pauvres pour que les tendances soient réellement probables. Le Sérapéum fait partie de ces sites. On y trouve de rares bribes d'éléments, mais qui sont malgré tout tangibles, rappelons-le, suffisamment tangibles pour être interprétés, mais recontextualisés au sein de l'ensemble des autres éléments qui posent problème et que l'on vient d'énumérer ici. Ces éléments ne devraient pas peser dans la balance des tendances probables. Ce n'est pas parce que, faute de mieux, une tendance a été mise en avant, voire démontrée, qu'elle constitue une réalité potentielle. Si des sarcophages en bois ont été retrouvés avec des momies, cela ne concerne pas les cuves en roche dure du Sérapéum qui nous intéressent aujourd'hui. Si des hiéroglyphes ont été retrouvés sur une des cuves, cela ne concerne pas les 23 autres. Mais que se passe-t-il si l'on procède vraiment comme un détective ? Car finalement, l'archéologie, c'est une démarche tout aussi minutieuse et excitante qu'une enquête criminelle. Eh bien, voilà ce qui se passe lorsque l'on réfléchit comme un détective. Les sarcophages en bois et les hiéroglyphes sont les premières preuves évidentes que l'on accueille telles quelles et font avancer l'enquête. Là-dessus, on est d'accord. Sauf que lorsque l'investigation se poursuit, ces premiers faisceaux de preuves butent durement sur le reste du site. Ces faisceaux de preuves ne permettent aucunement de poursuivre la démonstration sur les autres cuves. Une cuve sur 20, on va prendre 20 au lieu de 24 pour faire simple au niveau des ratios, eh bien ça fait 5%. Cela veut dire que 95% du Sérapéum nage en pleine erreur, ou en tout cas nage dans un flou artistique duquel on n'a pas encore réussi à tirer de tendance. Par contre, aux yeux de l'enquêteur ou de l'archéologue qui poursuivent les tendances les plus probables, le Sérapéum fut un temps, je le répète bien, une sépulture d'animal sacré. Oui, c'est un fait. Même plus qu'un temps d'ailleurs, parce que tout cela a duré près de 1000 ans, de moins 1350 à moins 300 environ. Par contre, aujourd'hui, personne ne peut affirmer, preuve à l'appui, ce qu'était réellement le Sérapéum lors de sa réalisation initiale, si tant est que l'on s'en remette uniquement aux éléments factuels trouvés in situ. Et puisque l'on parle de réalisation initiale, je sens souffler dans mon cou le vent de la pierre moulée. Si pour les roches tendres comme le calcaire ou le grès, j'aime à regarder les traces d'outils pour comprendre que la piste n'est pas toujours exploitable, pour les roches dures, comme c'est le cas ici au Sérapéum, entre syénite, le vrai nom du granit rose d'Assouan, granit noir et basalte, il faut simplement regarder l'état des veines rocheuses. Enfin, même pas l'état, simplement la présence éventuelle de veines rocheuses. Si le moindre bloc présente une diaclase ou une simple veine, comme c'est le cas par exemple sur les restes de parements granitiques des pyramides dites de Mykérinos et Képhrène, alors bye bye la théorie de la pierre moulée. C'est donc tout naturellement que je vous laisse en compagnie de l'image qui suit, qui répondra toute seule à la question de la probabilité ou non de pierre moulée au Sérapéum. C'est après une vidéo riche en informations, qu'il faudra peut-être revoir plusieurs fois pour correctement l'appréhender, ou faire semblant de me faire dire ce que je n'ai pas dit, que je vous remercie tous d'avoir pris le temps de voyager à distance avec moi au cœur du Sérapéum de Saqqara. En vous donnant rendez-vous pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.